Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Désolé pour les changements de salle suivis d'un autre changement de salle, mais je vois que vous avez trouvé. Donc, bienvenue à vous. Avant de démarrer la présentation, je voudrais passer la parole à notre amie Monique Laoudide, qui organise les mardis et les mercredis de l'espace, qui veut vous dire un mot. Je la remercie surtout qu'elle fasse les mercredis, pas le même mercredi que nous. Nous, c'est le deuxième du mois, elle, c'est le premier. Expliquez peut-être la différence entre les deux trucs que vous proposez. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de me donner la parole quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme vous vous intéressez manifestement aux sciences, je vais vous parler de soirées scientifiques. Donc, d'une part, les bars des sciences organisés par l'association Bar des Sciences Paris, dont je fais partie, et d'autre part, les mardis de l'espace, organisés par notre partenaire le CNES. Alors là, vous n'avez le programme que des bars des sciences Paris qui ont lieu, comme disait Jean-Pierre, le premier mercredi de chaque mois. C'est facile à retenir. Le deuxième mercredi, vous êtes ici au CNAM. Et le troisième mardi de chaque mois, ce sont les mardis de l'espace. Donc le programme est très riche. Les bars des sciences, on va dire que ce sont des sciences de façon généraliste. Vous voyez que donc la prochaine soirée, le mercredi 2 novembre, jour des défunts, on a choisi un thème un peu original avec la police technique et scientifique, le crime ne paie plus. Et alors, je n'ai pas eu assez de marque-page des mardis de l'espace pour tout le monde, mais vous trouverez facilement tout le programme sur le site du CNES des mardis de l'espace. Donc, par exemple, mardi prochain, nous serons le 18 octobre, la soirée est consacrée à James Webb, le télescope, et la soirée suivante, donc le 15 novembre, mardi 15 novembre, ce sera le GEPAN. Donc, puisqu'il y a pas mal de nouveautés concernant les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, on remet le sujet sur la table. Donc, ça se passe dans une brasserie, les mardis sciences comme les mardis de l'espace, le Lutèce à Saint-Michel. Il n'y a pas besoin de réserver, vous entrez, c'est dans la limite des places disponibles, bien sûr. Bon, évidemment, il faut prendre une consommation, un café, une bière, ce que vous voulez, puisque c'est un café. Et on sera ravis de vous accueillir, voilà, en espérant vous voir là-bas très bientôt. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Je mettrai les programmes aussi dans le calendrier de mon site, dans quelques jours. Bon, on va commencer l'introduction. Donc, merci d'être venus. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui sont sur YouTube, je m'appelle Jean-Pierre Martin, je suis membre de la SAF et j'organise avec mes collègues donc, ces conférences mensuelles d'astronomie depuis un certain nombre d'années. Un très grand nombre d'années. Voilà. Vous savez que ces conférences sont enregistrées et disponibles ensuite sur le site de la SAF. C'est marqué YouTube, vous cliquez dessus et vous avez tous les enregistrements. Je voudrais juste faire une petite remarque un peu amère. Aujourd'hui, j'ai 210 réservations fixes pour la salle. A priori, nous ne sommes pas 210. Alors, généralement, il y a une perte au feu de 20 à 25%. Donc, je suis désolé, mais les gens qui s'inscrivent et qui savent qu'ils ne vont pas venir, envoyez-moi un petit mail juste pour me dire que je ne viens pas. C'est la politesse. Hein. Il y en a beaucoup qui le font, mais bon, il y a à peu près 20% qui ne le font pas. Alors, je ne peux pas commencer cette présentation, cette introduction, sans vous dire deux mots quand même de Big Moustache. Oui, notre prix Nobel, M. Alain Aspect, qui, oui, il a toujours porté des moustaches, et qui, avec ses collègues Tellinger et John Clauser, a obtenu donc ce prix Nobel de physique cette année pour l'intrication, pour sa participation à l'intrication quantique. Ça fait 50 ans qu'il travaille là-dessus. Il était temps qu'il ait son prix Nobel. Alors, qu'est-ce que c'est l'intrication quantique? Je ne vais pas vous l'expliquer facilement. On dit que en deux mots pour comprendre, deux particules sont intriquées.
Vous allez me dire que ça veut dire intriqué. Qu'elles sont mariées. Supposons qu'elles sont mariées. Hein? Ouais, bon, c'est pas tout. Je dis simplement cette question. Okay? Donc, si vous avez la propriété, prenez deux boules, il y en a une qui est bleue, l'autre qui est rouge, et leur propriété, c'est qu'ils aient toujours une couleur complémentaire. Donc, vous changez la couleur bleue, vous la mettez rouge, et bien automatiquement, celle qui est rouge devient bleue. Et instantanément, c'est-à-dire, la vitesse de la lumière n'intervient pas. C'est incroyable. Hein? C'est formidable. Alors, est-ce que c'est le premier pas vers la téléportation? Je ne m'engagerai pas. Mais notre ami Albert n'y croyait pas. Eh bien, il avait tort. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse vraiment, vous pouvez prendre votre appareil photo. J'ai sélectionné 2-3 références. Ce sont des vidéos. C'est en anglais. Mais c'est très bien fait. Ce professeur Jim Al-Khalili, qui est un grand professeur anglais de l'université du Surrey, explique parfaitement la mécanique quantique. Hein? Et donc, si vous comprenez l'anglais, mais même si vous comprenez un peu, c'est parfaitement expliqué, et notamment l'histoire de l'intrication quantique. Ça y est, vous avez photographié, de toute façon, je le mettrai dans le compte-rendu. Alors, vous connaissez le programme de ce début de saison. Je travaille sur la suite. Le 9 novembre, on recevra Paola Di Matteo, grande spécialiste des galaxies et de la mission Gaïa. Donc, il nous parlera de Gaïa et des galaxies. On sera dans notre amphithéâtre habituel, j'espère. J'espère qu'ils ne vont pas nous débarquer au dernier moment. Vous vous rappelez, il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, on nous avait débarqué. C'était pour François Hollande, et évidemment, il avait une priorité sur nous. Hein. En décembre, le 14 décembre, j'ai demandé à Brigitte Alix de venir, un sujet pour Noël un peu, qui change un peu, c'est sur les astrolabes et les vieux instruments. Alors, l'astrolabe, c'est un instrument astronomique merveilleux qui a plusieurs siècles et qui permet d'accéder à des centaines de fonctions astronomiques. Et elle va venir et elle va amener des grands astrolabes et elle pourra vous le montrer et vous le décrire. J'irai la chercher pour prendre tous les instruments qu'elle a chez elle. Elle vous montrera ça. Je travaille sur janvier et février, et donc j'en saurai plus la prochaine fois. Une photo de la dernière conférence où nous avions reçu notre amie Nathalie Deruel, qui nous a parlé des trous noirs et de l'évolution de la notion de trou noir. Voilà. Le compte-rendu de cette réunion est à trouver voilà, sur cette adresse. Alors, encore à noter, la commission de planétologie, il y en a que ça intéresse peut-être parmi vous, c'est le 29 octobre, à 15h au siège, 3 rue Beethoven, et on reçoit un planétologue de l'IRAP, l'IRAP c'est Toulouse, et qui va nous parler de Jupiter vu par la sonde Juno. Vous savez qu'en plus, en ce moment, ces dernières semaines, on a reçu de très belles photos d'Europe prises par la sonde Juno avec une qualité qu'on n'avait pas vue depuis le dernier passage. C'était que le dernier passage, c'était quoi? C'était... je ne me rappelle plus quelle sonde y était passée, mais c'était il y a 20 ou 30 ans, donc ça va être intéressant. Alors évidemment, la commission de planétologie s'est réservée aux membres de la SAF et à leurs invités. Bon, vous avez mon email, si un jour vous n'êtes pas de la SAF, vous envoyez un mail, on peut s'arranger. Aïe, 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 je suis enregistré. Aïe, bon. Je ne vous le dirai pas. Alors, les cours de la SAF donne des cours de Cosmos, c'est notre ami Jacques Frick qui s'en occupe, et qui va démarrer en janvier. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas tous capables de suivre les cours de Cosmos, on a la solution, on a des cours de maths pour comprendre la cosmologie. Hein? Ne rigolez pas, j'ai les noms. Hein? Ne rigolez pas, c'est intéressant. Et bon, alors là, évidemment, faut aimer un peu les maths, mais ça vous permet de voir
la cosmologie vraiment sous un autre aspect. Et bon, c'est une... Alors j'ai les dates, oui j'ai les dates. Premier cours, mercredi, alors 21 septembre c'est fait, et c'est un mercredi sur 2. Donc vous voyez, vous avez les dates là, si vous voulez le noter. Voilà. De plus, on a les cours d'astronomie par Daniel Briot, qui est astronome à l'Observatoire de Paris. Et cette année, ça démarre le 22 septembre d'ailleurs, et vous voyez la liste des autres dates. Bon, vous trouvez toutes ces informations sur le site de la SAF. Alors la prochaine fois, comme je vous l'ai dit, on reçoit Paola Di Matteo. Elle va nous expliquer les grandes caractéristiques de la mission Gaïa. Et la mission Gaïa, c'est une mission d'astrométrie. Astrométrie, ça veut dire qu'on s'intéresse aux caractéristiques des étoiles en tant que luminosité, taille, spectre, etc., etc. Et elle va nous expliquer quelle merveille ça a été la publication des trois livres rapports sur cette mission Gaïa. Donc, ça va être très intéressant. Comme d'habitude, la réservation se fait à partir de demain matin, 9h. Voilà. Et ce soir, on reçoit Étienne Paria, qui est héliophysicien. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire héliophysicien, ça fait bien. On pourrait dire astrophysicien du Soleil, héliophysicien, c'est bon. Et vous êtes au labo de physique des plasmas de l'École polytechnique. Et voilà, vous allez nous parler du Soleil, de la Terre, des relations du Soleil-Terre, et surtout de la mission Solar Orbiter. Comme toujours, nous comptons sur votre retour sur de la conférence. Si vous avez eu des questions que vous n'avez pas pu poser, je les transmettrai à notre conférencier. Si vous êtes à distance sur YouTube, que vous êtes frustré parce que le son n'est pas bon ou l'image n'est pas bonne, signalez-le-moi, vous avez l'adresse, et je vous souhaite une bonne conférence. Voilà. Hop. Bonsoir à tous, ça marche. Vous m'entendez tous bien? Ah non, non, non. Non, vous mieux prendre ça? Je sais pas, j'ai un ça micro. c'est pour la caméra. Ah, c'est pour la caméra. Voilà. Bonsoir à tous, ça va mieux? Donc la prochaine conférence va être sur la mission Gaïa, qui va nous parler de milliards d'étoiles. Je vais être beaucoup plus humble aujourd'hui, moi je vais parler d'une seule étoile, qui est la nôtre, le Soleil. Et puis on va parler surtout des relations qui lient le Soleil avec la Terre, des conséquences de vivre à côté d'une étoile active, et parler de la dernière mission d'observation du Soleil qui a été lancée, qui est Solar Orbiter. Alors, on va d'abord, je vais vous présenter un peu la scène du crime. Pardon. Je vais vous présenter la scène du crime, qui est la couronne solaire. Donc, la couronne solaire tire son nom. Donc, ici, vous avez une image en lumière visible, une image prise lors d'une éclipse totale de Soleil. Alors, avec la qualité d'écran, on voit même un peu la face de la Lune. Alors, c'est une image qui est très travaillée, qui a été faite par des astronomes amateurs éclairés. Mais c'est quand même ce qu'on peut voir, a priori, à l'œil nu lors d'une éclipse. Et c'est en fait un peu ce que moi, en tant que jeune étudiant, j'ai découvert. Lorsque j'avais 19 ans, il a eu lieu en France, en 1999, l'éclipse totale de Soleil. Jusqu'à présent, moi, je voulais faire de l'astrophysique, je m'intéressais aux étoiles. Et lorsque j'ai découvert l'éclipse qui a eu lieu en France, j'étais fasciné par cette couronne solaire, par ce halo argenté qu'on pouvait voir, et le fait que je m'étais rendu compte que le Soleil, c'est pas une étoile banale, c'est une étoile qui est en fait assez fascinante, avec énormément de structures, avec des couleurs un peu différentes, qu'on peut voir véritablement à l'œil nu. Vous voyez des structures un peu rouges au niveau de la surface, de la chromosphère. Petit à petit, au cours de ma carrière, je me suis intéressé aux fluctuations de cette étoile, que sont les éruptions solaires. C'est surtout de ça dont je vais vous parler ce soir, de ces éruptions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une éruption solaire? Pour parler d'une éruption solaire, il faut parler d'abord de ce qui n'est pas une éruption solaire. En premier lieu, en fait, le Soleil, on sait depuis déjà le 19e siècle, avec les mesures en particulier de Johnson, qui s'est rendu compte qu'il y avait des atomes d'hélium très très fortement ionisés, qui ne pouvaient pas exister, sauf si
l'atmosphère du Soleil était chauffée à des millions de degrés, donc beaucoup plus chaud que ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est rapidement, enfin au milieu du XXe siècle, on s'est rendu compte que si on a une atmosphère qui est très chaude, et ben nécessairement les particules peuvent s'en échapper. C'est qu'il y a une partie des particules, quand vous êtes à 1 million de degrés, il y a une partie des particules dont la vitesse est plus rapide que la vitesse de libération, c'est plus rapide que la vitesse qu'il faut pour que la gravité retienne ces particules. Donc nécessairement, une étoile, telle que le Soleil avec une température d'1 million de degrés, a une partie de son atmosphère qui s'échappe. Et ce flot de continu de particules s'appelle le vent solaire. Alors c'est à peu près 1,5 million de tonnes par seconde qui sont éjectées. Ça fait à peu près, pour le Soleil, à peu près 10 puissance 14 la masse du Soleil qui s'échappe par an. Par rapport à... C'est grand par rapport à... Enfin, c'est une quantité énorme, mais par rapport à la masse du Soleil, en fait, le Soleil n'a perdu ainsi que 0,01% de sa masse depuis sa naissance. Alors, il y a des modèles qui ont été faits de cet échappement de matière. En fait, les modèles ont été faits dans les années 58 par Jane Parker, dont je reparlerai un peu plus tard, qui est un grand physicien solaire qui est malheureusement décédé cette année. Il a fait la prédiction de ce modèle de vent solaire, et quelques années plus tard, en 1962, une des premières sondes à sortir de l'atmosphère de la Terre, à faire des mesures de la matière dans l'espace interplanétaire, qui est la sonde Mariner 2, s'est en effet rendu compte qu'il y avait des observations, qu'il y avait effectivement un flux de particules qui s'appelle le vent solaire. Donc ce vent solaire est observé en permanence. Et ce vent solaire est particulièrement important parce qu'en fait, il va créer une bulle de protection de tout le système solaire. Il va créer il va repousser la matière qui viendrait d'autres étoiles. Et cette sphère, cette bulle de l'espace, on va appeler ça l'héliosphère. Jean-Pierre Martin disait que j'étais un héliophysicien, c'est parce qu'effectivement, je travaille sur la physique de l'héliosphère, de cette bulle de l'espace, où le Soleil domine toute l'activité et tous les processus, la plupart des processus qui ont lieu. Donc cette héliosphère, elle fait à peu près 100 unités astronomiques. Et à l'heure actuelle, il n'y a que 2 objets humains qui en sont sortis. C'est les sondes Voyager 1 et Voyager 2, qui avaient été lancées dans les années 70. Et elles ne sont sorties de l'héliosphère qu'en 2012 pour l'une et en 2018 pour l'autre. Et on voit ici, sur ce graphique, le fait qu'au moment où Voyager 2 est sorti de l'héliosphère, tout d'un coup, la quantité de particules très énergétiques qu'elle mesurait a énormément augmenté, ce qui montrait que le Voyager était sorti. Ça montre aussi l'effet qu'a l'héliosphère, cette sphère de protection, parce qu'elle nous protège de particules très énergétiques qui viennent d'éruptions solaires, de véritables éruptions solaires. Elles sont ici observées par la sonde américaine Solar Dynamic Observatory. Alors, ce qu'on voit, c'est des films, pour vous donner une échelle, ce qu'on voit, c'est des films qui sont quand même accélérés. La vraie durée d'une éruption solaire, une grosse éruption solaire comme celle-ci, c'est quelques heures. Et ce sont des phénomènes extrêmement énergétiques. Donc ici, l'énergie qui est dépensée lors d'une éruption solaire, c'est de l'ordre de 10 puissance 26 joules, ce qui ne me parle pas beaucoup. Si je soulève mon téléphone, qui fait à peu près 100 grammes, d'1 mètre, 1 joule, c'est 10 puissance 26 fois ça. C'est beaucoup plus. Si on prend une bombe thermonucléaire, la Tsar Bomba, la bombe thermonucléaire la plus puissante qui est jamais explosée sur Terre, c'est à peu près 1 milliard, une éruption solaire, c'est à peu près 1 milliard de fois l'énergie de cette bombe. Si on compare à l'énergie, à la consommation annuelle d'énergie, une éruption solaire, c'est à peu près 1 million de fois la consommation annuelle d'énergie par l'ensemble de l'humanité. Et tout ça en quelques heures. Donc ces éruptions, on voit qu'elles sont particulièrement dynamiques, elles amènent à énormément de phénomènes qu'on peut observer dans l'atmosphère du Soleil. Donc ici, où vous êtes en train d'observer véritablement la couronne solaire, elle est vue en ultraviolet. C'est pas de la lumière qu'on peut voir à l'œil nu, c'est seulement grâce à certains satellites qu'on peut la voir. Et vous voyez qu'il y a de l'embryancement, il y a des éjectats, et je reviendrai là-dessus sur les différents vecteurs de l'interaction de ces éruptions avec la Terre. Parce que la première chose, c'est qu'il y a de la matière qui est éjectée. Lors de cette présentation, je vais vous montrer d'autres images qui sont un peu prises comme ça, pour voir ce qui se passe autour du Soleil. Le Soleil étant tellement lumineux, si on veut l'étudier, on ne
peut pas, bien sûr, attendre qu'il y ait des éclipses qui aient lieu. L'éclipse totale de Soleil, c'est trop peu fréquent et c'est trop court. Donc, depuis 1930 et le développement de la méthode du coronographe par Bernard Liot, un astronome français, on a développé des méthodes de coronographie qui permettent d'artificiellement cacher le Soleil et de voir ce qui se passait autour. C'est des techniques qui sont utilisées très régulièrement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une image en coronographie. Donc, on a un masque qui permet de cacher l'intensité du Soleil qui est extrêmement lumineuse et de voir ici en lumière blanche donc la matière qui se trouve tout autour. Alors, dans plusieurs films, ce que je vais vous faire, c'est que artificiellement, enfin en fait on va sommer deux images. Je vais présenter des images en coronographie et je vais rajouter une autre image prise au même moment par un autre satellite de la surface du Soleil. On a le Soleil ici en ultraviolet et ce qui se passe un peu autour. Donc lorsqu'il y a une éruption, il y a ce genre de phénomène qui a lieu. On voit que tout d'un coup, il y a énormément de matière qui est éjectée et qui est envoyée vers l'espace interplanétaire. Et cette matière va se déplacer dans le système solaire. Donc ici, c'est un film qui va en fait va faire la somme de différentes observations qui sont faites. Donc on va partir ici à droite de l'observation de la couronne solaire. Et puis petit à petit, on va se déplacer. On va avoir la couronne solaire qui est présentée en orange. Et petit à petit, on va se déplacer dans l'héliosphère. Et donc, on a certains instruments avec la mission stéréo qui vont permettre de voir tout l'espace entre le Soleil et la Terre et de voir véritablement la matière qui se déplace dans notre système solaire. Et ce qu'on voit, c'est que donc, régulièrement, on va revenir à un moment où éruption, on voit des éruptions qui partent. Et on voit tout à coup, là, vous voyez, on va à peu près au centre, le fil à monter. On voit les éruptions qui se déclenchent au Soleil, on voit qui part, on voit que la matière se déplace. Alors le film est plus lent parce qu'il y a énormément de distances qui se produisent. Et puis à un moment donné, vous voyez cette matière qui arrive au niveau de la Terre, et j'ai mon petit indicateur ici, qui d'un coup passe dans le rouge, c'est que la matière a été mesurée, est arrivée au niveau de la Terre, et elle a augmenté la densité de matière au niveau de notre environnement terrestre. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la Terre? Généralement, là c'est un des phénomènes naturels qui est particulièrement beau, qui sont les aurores polaires. Alors ici, elle est vue avec un petit twist. C'est parce qu'elle est vue, ce sont des aurores vues depuis la Station Spatiale Internationale, vues d'au-dessus. Donc on voit les émissions lumineuses vertes, on voit un petit peu d'émissions lumineuses rouges plus en hauteur, donc elles ont lieu entre 100 et 400 km d'altitude. En fait, l'ISS, qui est à peu près à 400 km d'altitude, est baigné dans ces aurores. Et ces aurores sont la conséquence de l'activité du Soleil et des éruptions solaires, et c'est la principale conséquence qui a eu lieu pendant les milliards d'années d'existence de la Terre. Sauf que depuis une cinquantaine d'années, notre société est en train de changer. On devient une société qui a de plus en plus d'artefacts, de plus en plus d'objets, de systèmes construits par les humains dans l'espace. On commence à lancer des satellites, on commence à utiliser ces satellites régulièrement. Mon téléphone utilise du GPS qui est un signal qui est produit par un satellite. On commence à tirer des câbles électriques, des câbles de communication sur des centaines de kilomètres au niveau de la Terre. On commence à construire des oléoducs, des fois on les détruit, mais on transporte des liquides à nouveau sur des centaines de kilomètres qui sont des tailles comparables à celles de la Terre. Et en fait, tous ces systèmes technologiques deviennent vulnérables aux éruptions solaires. Je vais vous montrer quelques exemples. Une des premières conséquences, c'est les dommages sur les satellites. Alors vous voyez ici un graphique à droite où vous avez des petits points jaunes. Ça, c'est un satellite. On va montrer à chaque fois qu'il y avait un problème dans sa mémoire. Alors vous voyez qu'il y en a énormément au-dessus de l'Amérique du Sud. C'est pas parce que l'Amérique du Sud il y a quelque chose c'est pas parce que les Américains du Sud font quelque chose au satellite. C'est juste qu'il y a le champ magnétique terrestre est plus faible au niveau de l'Amérique du Sud. Donc lorsque les satellites survolent l'Amérique du Sud, en fait, ils sont plus sensibles à ce qui se passe dans l'espace. Et toutes ces pertes de mémoire, en fait, sont la conséquence de particules qui ont été émises et qui viennent qui sont issues du Soleil. Régulièrement, il y a des satellites qui ont été perdus, il n'y avait plus de communication, bizarrement très proche d'éruptions solaires. Alors les opérateurs satellites n'aiment pas trop communiquer là-dessus, mais bon, on finit par savoir. Il y a 10 ans, effectivement, il y a un satellite qui a été perdu, qui a été détruit. Mais alors les nouveaux satellites, il n'y a pas de problème.
Ça, vous parlez à n'importe quel opérateur, ils n'ont pas de problème sur les satellites actuels, ils sont beaucoup plus forts. Ceci dit, chaque fois qu'il y a une conférence où on parle d'amélioration des prédictions des éruptions solaires, tous les opérateurs satellites sont là. Donc on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de problème, mais ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Les surtensions électriques. Vous voyez ici, ce sont des images d'un transformateur électrique, et en 1989, il y a eu une éruption, d'ailleurs pas particulièrement grosse, en mars 1989, mais qui a eu un impact très important, c'est qu'en fait il a créé des grandes surtensions au niveau du réseau électrique du Canada. C'était un jour, il y a eu énormément d'aurores polaires. Vous voyez ici des images d'artistes, et ce qu'on voit en haut, c'est une image d'artiste de ce que aurait dû être l'émission lumineuse des différentes villes. Alors, on peut repérer ici Washington, Philadelphie, alors Washington, Baltimore, Philadelphie, New York, et là il y aurait dû avoir Boston, ici il y a dû avoir Toronto, Ottawa, Québec, et c'est tout noir parce que pendant une journée, suite à une éruption solaire qui a complètement saturé le réseau électrique, il n'y avait pas eu de courant sur toute la région de Nouvelle-Angleterre, la province du Québec, etc. Donc ça, c'était la conséquence la plus importante d'une éruption solaire sur les systèmes humains. Mais bon, ça arrive régulièrement. En 2015, par exemple, il y a eu une éruption solaire qui a eu lieu à un moment et qui a produit beaucoup d'émissions radio. Et on voit ici, ça, ce sont en Belgique, c'est des stations radar du sud de la Belgique qui notaient en fait des émissions radar qu'elles voyaient, et lorsqu'elles regardaient en direction du Soleil, on voyait que tout d'un coup, c'était complètement saturé par l'émission radar du Soleil. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que ces stations radar sont en fait des stations radar d'approche des avions. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Soleil brouillait complètement les radars d'approche des avions des aéroports, et ce jour-là, du coup, en particulier en Scandinavie, où le Soleil était très bas, et à peu près dans la même direction que la direction d'atterrissage des avions, et la Scandinavie a décidé de fermer tout l'espace aérien pendant toute une matinée du fait de cette éruption solaire. Alors ça, c'est pour les impacts sur les systèmes technologiques. Il y a aussi des conséquences pour les humains. C'est que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'astronautes qui étaient loin de la Terre au moment des éruptions. Mais dans la perspective d'un développement, et pour aller sur Mars en particulier, l'irradiation suite aux éruptions solaires, c'est un des problèmes principaux. Alors on sait s'en prémunir, il suffit d'avoir un satellite avec vous avez des parois d'1 mètre de plomb, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'irradiation pour un être humain. Sauf qu'on ne peut pas lancer des satellites qui vont sur Mars, qui sont faits en plomb avec 1 mètre de paroi. C'est trop lourd, ça coûte trop cher. Donc il y aura peut-être une pièce où ils pourront se protéger, mais lorsqu'une éruption a lieu, ça fait quand même une journée. Donc il faut quand même qu'on arrive à les protéger, à savoir quand est-ce qu'ils peuvent s'enfermer dans leur cocon, dans le cercueil, et quand est-ce qu'ils vont pouvoir sortir. D'autant que ça pose des problèmes aussi, c'est la conséquence de ces éruptions solaires, non seulement sur la Terre, mais en fait sur Mars aussi. Alors, je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est une éruption qui a eu lieu en septembre 2017, et l'éjecta qui est parti du Soleil s'est dirigé vers Mars. Alors normalement, vous avez différents instruments, donc 3 jours après, normalement vous avez des instruments qui fonctionnent et qui envoient un signal qui ressemble à peu près à ça. Et puis, suite à cette éruption, pendant une dizaine de jours, tout d'un coup, il n'y avait plus de signal. En fait, l'éruption solaire avait complètement modifié les propriétés de la fine couche, de la très fine ionosphère, de la très fine magnétosphère de Mars, et il n'y avait plus du tout de communication dans cette gamme de fréquences entre la surface et l'orbiteur. Alors ça, c'est une autre, ça vous montre à peu près la même chose. Ça montre en fait l'arrivée des particules énergétiques, l'arrivée de la conséquence des éruptions, et ce qui est montré ici en coloré, c'est toute la période pendant laquelle certains des instruments ne fonctionnaient pas. Et c'est un problème parce que ça veut dire que lors de certaines éruptions, il est possible qu'on n'ait pas de communication avec des personnes qui seraient sur Mars pendant 10 jours. Donc c'est vraiment un élément qui est pris en compte à l'heure actuelle pour l'exploration martienne, ces éruptions solaires.
Alors les éruptions solaires, c'est quelque chose qui arrive souvent. Je vais parler un peu plus de la fréquence. Alors d'habitude, je fais l'éruption de la veille. Pour cette fois-ci, M. Martin m'a demandé d'envoyer la présentation un peu plus tôt, donc je vais présenter l'éruption de la semaine, enfin d'il y a quelques jours, on va dire. Il faut savoir que les données solaires sont publiques, sont gratuites. Ici, les images de Solar Dynamic Observatory, vous pouvez les avoir un peu quand vous voulez. C'est facile d'explorer. Il y a des logiciels et des applications web qui vraiment permettent d'explorer, de regarder ce qui se passe sur le Soleil. C'est assez facile d'utilisation. Et donc, en quelques clics, vous pouvez produire des films comme ça. Donc, voici une éruption qui a eu lieu. C'était le 9 octobre, donc samedi dimanche, dans une région active. Alors, suite à cette éruption, voilà des images en coronographie. On voit l'éruption qui a lieu. Alors, il y a un petit éjecta qui est en train de partir. On voit que quelques heures avant, il y avait une autre éruption, mais celle-là, vraisemblablement, était derrière le disque solaire. Sur Terre, ça m'a montré lundi matin les conditions au niveau de la Terre, les conditions du vent solaire et les conditions d'activité géomagnétique, et on voyait qu'elle était en train d'augmenter, et je crois que en fait, lundi après-midi, elle est passée même dans le jaune et l'orange, il y avait quelques aurores suite à ces éruptions. Donc la question des éruptions est une question qui en fait est en train de grandir, c'est une préoccupation qui augmente, et je voudrais faire un peu de fiction scientifique. C'est que c'est en fait une problématique qui va être de plus en plus importante parce que on va être amené à se développer de plus en plus dans l'espace. On est en train de parler d'une part d'aller vers la Lune, donc on peut imaginer que les petits-enfants, mais il y a petits-enfants, à un moment où il y aura une base lunaire, il y aura peut-être régulièrement des voyages vers la Lune, et que la compagnie de voyage Terre-Lune, suite à des éruptions solaires, fera des communiqués en disant bon, dans les 3 prochains jours, il n'y aura pas de voyage, vous serez bloqué sur Terre parce que les conditions de l'activité solaire ne permettent pas d'aller vers la Lune. Comme je l'ai déjà évoqué, le voyage sur Mars et le voyage dans le système solaire, c'est aussi une préoccupation très importante. Il faut qu'on aille, il faut qu'on se déplace. En fait, on ne peut se déplacer, a priori, de manière sûre, que pendant des phases où il y a peu d'activité solaire. Parce que, comme on va le voir, il y a des phases où le Soleil est plus actif que d'autres. Alors, la question des éruptions solaires, elle est aussi parfois empreinte d'un peu de sensationnalisme. Donc ça, c'était... Alors, il y a des films qui sont basés, dont l'intrigue est basée sur le déclenchement d'éruptions solaires qui amènent à des catastrophes énormes. Ça, c'était un reportage d'une série qui s'appelle Perfect Disaster, le preview, qui montre que suite à une éruption, les gens sont en train de se chauffer à la bougie, que rien ne fonctionne, que les avions sont en train de s'écraser, etc. Vous voyez régulièrement dans la presse, c'était cet été, dans l'été dernier. Voilà, faut-il craindre les effets des éruptions solaires en 2023 ? On a régulièrement des questions sur, attention, les éruptions solaires, tout va être détruit. Donc l'objectif, c'est de vous présenter un peu ce qu'on sait aujourd'hui et où on en est, et du cadre de développement de la prédiction des éruptions solaires. Alors c'est en fait une discipline qui est en train de se développer, qui s'appelle la météorologie de l'espace, dont l'objectif, c'est de répondre à la question de la susceptibilité accrue de nos sociétés face à l'environnement astrophysique, et en particulier d'arriver à quantifier les effets de l'activité solaire, des effets spécifiques, des effets cumulatifs sur les activités humaines. Alors, il y a un certain nombre de questions clés dans la météorologie de l'espace. C'est est-ce qu'une éruption va avoir lieu? Quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Ça, c'est une première série de questions. Et puis, la deuxième série de questions, c'est lorsqu'une éruption a lieu, est-ce que ça va toucher la Terre? Quelles vont être les conséquences? Quels vont être l'impact? Donc, il y a un certain nombre de sous-questions qui ont lieu là-dedans. Alors, il y a une prise de conscience institutionnelle qui est vraiment en développement ces dernières années. Alors, ce qu'on voit ici, par exemple, c'est au Royaume-Uni, c'est le cabinet du Premier ministre, qui en fait liste un peu tous les risques de dégâts naturels. Alors, ce qui m'amuse, c'est qu'en fait, ce graphique, je l'avais déjà présenté en 2015, lorsque j'avais fait une conférence pour la SAF. Alors à l'époque, j'avais montré 2 choses. J'avais montré, bon voilà, donc les éruptions solaires sont ici, donc avec une fréquence relativement souvent. Et en termes d'impact, on était à un impact de 3. Donc à l'époque, j'avais dit, ben voilà, regardez par exemple, ici, avec à peu près la même fréquence, mais un impact beaucoup plus important, il y a eu l'épidémie.
Bon, à l'époque, personne ne s'était rendu compte de ce que ça voulait dire une épidémie. 8 ans après, aujourd'hui, je pense que tout le monde a bien conscience de ce que ça veut dire en termes d'impact sur notre société, une épidémie, une véritable épidémie. Donc voilà, les éruptions solaires, c'est pas aussi grave. Ça a moins d'impact en général une éruption, mais ça a une gravité qui est quand même relativement importante et qui touche beaucoup de systèmes, qui n'est pas centré, on va dire, contrairement à une éruption volcanique ou une inondation, sur une région, ça touche tout d'un coup tout le monde. Donc sous cette question de météorologie de l'espace, il y a un certain nombre de plans stratégiques qui se développent au niveau européen. Il y a un certain nombre de services de prévision qui sont en train de se développer. Par exemple, l'équivalent de Météo France, le Met Office en Angleterre, a un bureau qui fait les prévisions en météorologie de l'espace sur l'activité du Soleil. En France, c'est plutôt l'armée française qui s'est saisie du sujet, avec lequel on collabore régulièrement, sur différents sujets. Donc ces éruptions, pour en parler, qu'est-ce que je vais répondre à un certain nombre de questions qui sont qu'est-ce que l'activité solaire, qu'est-ce qu'une éruption solaire au sens où quels sont les vecteurs d'interaction entre le Soleil et la Terre, parce qu'en fait il y a plusieurs vecteurs d'interaction et chacune de ces vecteurs a des spécificités propres. Comment se déclenchent les éruptions solaires, qui est une grande question physique solaire auquel on n'a pas de réponse à l'heure actuelle. Et puis je vais vous parler un peu de la mission Solar Orbiter, qu'est-ce qu'on en attend, pourquoi on a lancé une mission pour se rapprocher du Soleil. Donc qu'est-ce que c'est que l'activité solaire? Alors l'activité solaire, déjà c'est si on regarde le Soleil en lumière visible, alors pas à l'œil nu directement, mais si on fait de la projection ou si on utilise des filtres adaptés, ce qu'on va voir c'est quelque chose comme ça, c'est le disque solaire, c'est la surface du Soleil, la surface d'où sont émis l'essentiel de la lumière du Soleil. Et en une semaine, on voit qu'il y a des petits points noirs qui se déplacent, donc ça c'est dû à la rotation du Soleil. Ces petits points noirs, ils changent de forme, donc ça c'est des taches solaires, ils ont quelques mouvements, et dans l'ensemble, c'est pas très dynamique. Et en fait, la problématique de la dynamique du Soleil a été longtemps ignorée parce que le Soleil en lumière visible, il émet à peu près une quantité constante de lumière. C'est tellement constant qu'on appelle ça la constante solaire. L'intensité lumineuse qui est envoyée en permanence vers la Terre, la quantité d'énergie qui est envoyée en permanence sur la Terre. Alors c'est ce que je vous montre ici, c'est cette variation de cette émission lumineuse. Alors vous me dites oui, ça bouge beaucoup. Et vous voyez, on est en train de déplacement de 2 unités sur 1365. Donc c'est un peu loin d'un pour 1000. C'est à peu près 1 pour 1000. La variation de luminosité du Soleil ici, vous voyez, en 30 ans. Donc on voit des fluctuations sur à peu près une dizaine d'années, mais c'est très faible. Alors, est-ce que ces variations, ça peut avoir une influence sur le climat? A priori, ça a une petite, mais c'est très faible en tout cas par rapport aux effets liés aux humains. Donc ça, c'est lorsqu'on observe le Soleil en visible. Maintenant ici, je vous montre un film en ultraviolet, de l'atmosphère du Soleil pendant la même semaine, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de mouvements. Il y a beaucoup plus de fluctuations de l'émission, il y a beaucoup plus de structures qui sont en train de changer. L'atmosphère du Soleil observée en ultraviolet, c'est elle qui est très dynamique, et c'est elle qui change énormément, beaucoup plus vite que celle en lumière visible, et c'est ça qu'on va appeler l'activité solaire. L'activité solaire, c'est toute l'évolution de cette couronne, de cette atmosphère du Soleil en une semaine. Donc ça, c'est pendant une semaine. Là, je vais vous présenter l'évolution de l'émission pendant une éruption majeure, une éruption importante. En fait, ce qu'on va voir, c'est que le Soleil, en quelques heures, il va être capable d'émettre en ultraviolet, voire même en rayon X, 10 fois, 20 fois, voire 100 fois plus de lumière qu'il ne le fait normalement. Donc ces éruptions, c'est vraiment des phénomènes qui sont très actifs et qui changent beaucoup, on va dire, en quelques heures. Alors ces phénomènes n'ont pas lieu n'importe où. On voit que si on regarde le Soleil en lumière visible et en ultraviolet ici, que ces éruptions, elles ont lieu exactement là où se trouvent les taches solaires. Donc les taches solaires, je vais utiliser alternativement. En fait, je vais parler peu de taches solaires, qui sont des phénomènes qu'on observe au niveau de la surface Soleil. Je vais plutôt parler de régions actives. Ces régions actives, ce sont les régions qui sont la source de l'activité du Soleil. Cependant, même si les grosses éruptions ont lieu au niveau des taches solaires, l'activité du Soleil, en fait, c'est quelque chose qui est omniprésent. Donc ici, je vous montre un peu, c'est un peu un teaser déjà des premiers résultats de Solar Orbiter. C'est que Solar Orbiter, en se rapprochant du Soleil, il a pris ces images à haute résolution du Soleil, donc il s'est rapproché, et où on observe ces petits embriancements qui ont lieu ici, cette fois-ci que pendant quelques minutes,
voire même quelques dizaines de secondes. Tous ces petits points brillants qui arrivent, qui apparaissent, qui disparaissent, qui font partie de l'activité solaire. C'est-à-dire cette variation de luminosité sur le Soleil, elle a lieu tout le temps, partout, ensuite à des échelles différentes. C'est-à-dire que plus la fréquence des éruptions, la fréquence de ces embriancements va être inversement proportionnelle à leur taille. Un petit embriancement, vous en avoir partout, tout le temps, et puis des grosses éruptions, elles vont être très rares, voire très très rares, si elles sont particulièrement grandes. Les éruptions, les petits zizi, c'est des éruptions. Alors on va pas parler d'éruption, mais dans le domaine, on va parler de nano-éruption, on va parler de nanoflares, de points brillants, et on pense que le mécanisme qui a lieu et qui entraîne, le mécanisme qui a lieu à petite échelle est en fait très similaire à celui qui a lieu pour les grosses éruptions. Il n'y a pas le mécanisme même, c'est juste la taille et la quantité d'énergie disponible qui est différente. Alors ensuite, en termes d'impact sur l'activité humaine, c'est pas ces petits zizi, ces petits embriancements. Vous voyez, la taille de la Terre, c'est à peu près, ça doit être, c'est à peu près la taille de mon pointeur. Bon, peut-être la Terre elle est un peu plus grosse, ça doit faire à peu près la taille de la Terre, ce petit embriancement, si vous voulez avoir une échelle. Alors bien sûr, c'est pas ces petits embriancements qui posent un problème pour tout ce qui est météorologie de l'espace et impact sur la Terre, c'est vraiment les éruptions majeures, les éruptions les plus importantes. Mais c'est pas nécessairement les éruptions les plus grosses qui posent le plus de danger. En fait, les derniers événements qui ont eu un impact, ce n'est pas forcément les éruptions les plus énormes qu'on ait observées. Je reviendrai un peu là-dessus. Alors une chose aussi à comprendre, c'est que cette activité solaire, elle est cyclique. Le Soleil n'est pas tout le temps très actif. Il y a des phases de minimum. On voit ici, en fait, il y a très peu de tâches au niveau du Soleil, il y a très peu de régions actives. Le Soleil est très uniforme. Et puis, il y a des périodes de maximum où, au contraire, il y a beaucoup plus de régions actives, il y a beaucoup plus de tâches solaires, il y a beaucoup plus d'éruptions. C'est ce qu'on appelle le cycle solaire. Et ce cycle solaire est un cycle de 11 ans. On part d'un minimum d'activité où il y a peu de tâches solaires, peu d'éruptions, et puis d'année en année, le cycle augmente, la fréquence, comme ça représente le nombre d'éjections qui est observé, la fréquence des éruptions augmente jusqu'à être à un pic d'activité, et puis à nouveau, pendant quelques années, ça diminue. Pendant le minimum d'activité, il y a peu de tâches solaires, il y a peu d'éruptions, et pendant le maximum d'activité, il y a de nombreuses tâches solaires à la surface, et la fréquence des éruptions peut atteindre 5 par jour, par exemple. Lorsqu'on parle de météorologie de l'espace ou de se déplacer par exemple dans l'espace, aller vers Mars, véritablement on veut aller sur Mars pendant les années où le minimum est très important. Donc maintenant comprendre lors d'une éruption, le Soleil va produire plusieurs sources, va produire plusieurs vecteurs d'interaction avec la Terre qui ont chacun leur propriété. Il y a d'une part de la lumière, d'autre part un éjecta, une espèce d'énorme masse de matière qui va se déplacer relativement lentement, et puis il va aussi accélérer une partie des particules de l'atmosphère du Soleil à des vitesses très importantes qui sont des particules énergétiques. Alors l'embriancement, c'est quelque chose, c'est ce qu'on parle en couleur de flare, c'est la partie la plus visible, la plus connue, c'est qu'en fait le Soleil va émettre de la lumière dans l'ensemble du spectre électromagnétique, aussi bien en lumière visible, mais en fait relativement peu par rapport à toute la lumière que le Soleil produit généralement, mais surtout il va produire énormément de rayons ultraviolets et de rayons X. Alors c'est des photons, c'est de la lumière, ça se déplace à la vitesse de la lumière, et donc ça veut dire qu'il faut 500 secondes à peu près à la lumière pour arriver sur la Terre. 500 secondes, ça fait plus d'une minute. Donc à partir du moment d'une éruption, pour se prémunir de ces embriancements, on n'a en fait que très peu de temps. Donc prédire une éruption, en fait on ne peut pas observer, en fait il faut arriver à le prédire auparavant. Alors l'impact de ces émissions, comme elles émettent dans toutes les gammes du spectre lumineux, eh ben, ça va impacter les télécommunications qui sont basées sur les radios. Par exemple, c'est ce que je vous parlais, lorsque le Soleil émettait en lumière radio, ben, c'est ça qui avait brouillé les satellites d'approche et de positionnement pour les satellites. Ça va aussi, suite à ces émissions, ça va augmenter la densité
dans l'atmosphère, de l'ionosphère. Ça va perturber les communications HF qui reposent sur la réflexion dans l'ionosphère terrestre. Et puis ça peut, pas immédiatement, mais relativement, enfin, comme ça va augmenter la densité, ça va aussi freiner un certain nombre de satellites. On pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an à peu près, c'était quand c'était en mars dernier, il y avait Starlink qui avait envoyé des satellites, ils avaient tiré sur une orbite assez basse, il y avait vraiment très peu de marge de manœuvre, et c'était juste après qu'il y ait un peu d'activité solaire, qui avait subitement augmenté la densité de la haute atmosphère terrestre, et il y a à peu près, lors de ce lancement-là, une quinzaine de satellites qui étaient tombés, qui n'avaient pas réussi à être mis en orbite. Donc ça, c'est le premier effet, c'est de la lumière. Le Soleil produit de la lumière. Le deuxième effet, c'est l'éjecta. Le Soleil envoie de la matière, éjecte de la matière. Donc ici, il y a un autre film où de la matière est envoyée, éjectée du Soleil. Alors, la matière est éjectée à peu près à la vitesse de, on va dire, 1000 km par seconde, et la quantité de matière, c'est à peu près 10 puissance 12 kg, 10 puissance 10, à peu près 1 milliard, enfin 10 milliards à 1000 milliards de kilogrammes. Alors, pour vous donner une idée, 1000 milliards de kilogrammes, c'est grosso modo la masse de tous les humains qui sont sur Terre. Et 1000 km par seconde, ça veut dire que vous arrivez à vous prenez tous les humains qui sont sur Terre, vous les mettez à Lille, et une seconde après, vous avez réussi à les déplacer à Marseille. Donc ça, c'est une éruption solaire. Ça va très vite. En fait, quand on y réfléchit, en masse, c'est pas si grand que ça. Parce que, bon, tous les humains, on n'est pas si lourd que ça. Néanmoins, tout ça, la vitesse fait que 1000 km par seconde, c'est très énergétique. Donc on arrive à, comme je l'ai dit, 10 puissance 26 joules. Et cette matière donc, se déplace dans l'espace interplanétaire, elle est éjectée vers un peu partout, parfois vers la Terre. Alors ici, vous voyez des films de coronographes, on s'éloigne de plus en plus du Soleil. Là, c'est lors d'une éruption solaire majeure, où on voit plusieurs éjections de masse coronale qui s'échappent du Soleil. Et à un moment donné, certaines dentelles peuvent se déplacer dans le système interplanétaire. Alors ici, vous voyez des représentations des films qui représentent à peu près une éjection de masse coronale. Et il y a un point, elles vont se déplacer à 1000 km par seconde. 1000 km par seconde, ça veut dire qu'elles vont arriver au niveau de la Terre en à peu près 1,5 à 4 jours, 3 jours. Donc c'est des phénomènes, l'éjecta, en fait si on voit l'éruption en 500 secondes, on a vu la lumière, si on arrive à obtenir des images, en 2 à 3 jours, on est capable, si on ne fait que de la surveillance, de se prémunir de ces éjections de masse coronale. On sait que, attention, dans 1 jour et demi, elles vont arriver sur Terre, il faut faire quelque chose. Par contre, si c'est dirigé vers la Terre, on ne va pas pouvoir quoi que ce soit pour les éviter. Parce que les éjections de masse coronale, comme c'est montré un peu dans ce film et sur ce graphique, lorsqu'elles arrivent au niveau de la Terre, elles ont une taille immense. En fait, on est baigné dedans. La taille de ces éjectats, lorsqu'elles arrivent au niveau de la Terre, c'est à peu près la même que la distance Soleil-Terre. Elles font à peu près une unité astronomique de largeur. Donc la Terre est vraiment baignée dans cette structure, et surtout ce qui est important, c'est que c'est une structure magnétisée, c'est une boucle de champ magnétique, c'est du champ magnétique qui tout d'un coup va interagir avec le champ magnétique de la Terre et le perturber. Ces éjections de masse coronale, en fait, dans le système, c'est le principal perturbateur de l'environnement terrestre. C'est que, d'une part, il y a une masse relativement importante de particules chargées, qui est en fait comparable, on va dire, à la quantité de particules qui est présente dans l'environnement magnétique terrestre. Et ça a un champ magnétique important qui va vraiment pouvoir perturber le champ magnétique terrestre. Et c'est ça qui va, d'une manière ou d'une autre, induire des courants électriques qui vont circuler dans le sol. C'est ça qui va créer donc, des surtensions dans les câbles électriques quand on commence à les tendre. C'est ça qui va créer de la rouille dans les oléoducs, quand on commence à avoir des oléoducs qui sont des centaines de kilomètres. Quelque part, lorsque vous avez une éruption solaire, c'est que d'un coup, vous êtes en train de brancher une batterie sur la Terre, et les courants, ils passent où ils peuvent, et parfois, ils passent dans les câbles que les humains tirent. Donc ces éjections de masse coronale, c'est vraiment le principal perturbateur. On peut les voir d'une manière un peu différente. Donc ici, ce sont des images avec des coronographes,
Et vous voyez qu'au moment où l'éjection de masse coronale s'approche du satellite, lorsqu'elle arrive sur le satellite, bah, tout d'un coup, toutes ces particules elles commencent à tomber sur le détecteur, et donc elles le saturent complètement. C'est ça qui crée un peu tout ce poivre et sel. C'est qu'en fait, notre détecteur, bah, il est douché par toutes les particules qui sont générées lors de l'éruption, et qui sont transportées par l'éjection de masse coronale. Donc ça, c'était le deuxième vecteur. Il y a un troisième vecteur d'interaction, qui est des particules énergétiques. Il est un petit peu plus difficile à comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas de la matière qui est éjectée et qui va se déplacer de manière relativement lente, 10 km par seconde, mais ce sont des faisceaux de particules, ce sont des minces faisceaux qui vont se déplacer d'une part vers le Soleil. Donc en fait, ici, ce que je vous montre, c'est une simulation numérique, on reproduit ce qui se passe dans le Soleil. Il y a un certain nombre de particules qui vont suivre le champ magnétique, qui vont précipiter sur le Soleil. Et c'est elles qui, en fait, vont amener aux émissions lumineuses, à certaines des émissions lumineuses qu'on voit lors des éruptions. On parle ici de rubans d'éruption. Mais il y a un certain nombre d'autres particules qui, on voit, vont ici monter, elles vont s'échapper, et en fait vont être injectées dans l'espace interplanétaire. Donc ces faisceaux de particules, d'électrons, de protons et de neutrons, ils vont se déplacer, ils vont être injectés dans le milieu interplanétaire, et lorsqu'ils se déplacent dans le milieu interplanétaire, eh ben, ils vont interagir avec la matière ambiante, ils vont amener à d'autres émissions lumineuses. Donc en fait, on arrive à les voir se déplacer. On parle ici d'émissions de type 3, c'est des émissions radio qui traduisent véritablement le déplacement de ce fin faisceau d'électrons. En fait, le faisceau d'électrons ou de protons est en train de se déplacer dans l'espace interplanétaire. Il va exciter la matière localement, qui va émettre de l'émission lumineuse. Donc on va les suivre petit à petit lorsqu'ils se déplacent. Et éventuellement, ils vont finir par arriver sur Terre. Et ils vont rentrer profondément dans l'atmosphère de la Terre, et ils vont amener à des gerbes Cherenkov, c'est-à-dire qu'ils certaines de ces particules vont frapper l'atmosphère de la Terre et être détectées. Donc on a en particulier des détecteurs au niveau des îles Kerguelen, ici, qui vont mesurer ces énergies. Et vous voyez ici, donc, c'est un moniteur à neutrons. On voit lors d'une éruption solaire, bah, on a des énergies de l'ordre du gigaélectronvolt. Les particules solaires sont très très énergétiques. Il faut savoir que l'énergie de liaison entre deux molécules, donc 1 gigaélectronvolt, c'est 10 puissance moins 10 joules, une particule qui a 10 puissance moins 10 joules, que normalement l'énergie de liaison entre deux molécules, c'est 10 puissance moins 18. Tout ça pour dire que ces particules elles sont un milliard de fois plus énergétiques que n'importe quelle molécule qui se tient au niveau de notre corps ou au niveau de n'importe quel appareil. Donc c'est des faisceaux qui sont très étroits. Ils interagissent très rarement, c'est très rare que véritablement la Terre soit baignée de ce faisceau de particules, mais lorsque ça arrive, donc il y en a à peu près 10 par cycle solaire, c'est eux qui ont des très très forts pouvoirs irradiants et destructeurs. C'est eux qui peuvent vraiment détruire un satellite d'un coup, parce que chaque particule est très puissante. Et donc c'est une partie qui reste très peu connue, et c'est quelque chose qu'on veut étudier d'autant plus. C'est un des principaux objectifs de la mission Solar Orbiter, c'est de comprendre ces faisceaux de particules. C'est des gamma? Alors, c'est pas des photons. Il y a des émissions gamma. Les émissions gamma, c'est des émissions photons. Ici, c'est vraiment des noyaux de protons. C'est vraiment des particules. Donc, non, c'est des particules alpha, des particules alpha essentiellement. Pour arriver sur Terre en 15 minutes, ça peut être des particules sans masse, non? Non, justement, c'est des particules qui sont, oui, j'ai obligé de le préciser, c'est des particules qui sont accélérées à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Donc elles sont très rapides, et on ne peut pas s'en prévenir. Non, c'est vraiment des... effectivement, j'ai oublié de le dire, elles viennent en 15 minutes, c'est des particules quasi relativistes. Alors, comment se déclenchent les éruptions solaires en rentrant un peu dans la physique de ces phénomènes. Tout d'abord, on a vu que la plupart des éruptions avaient lieu au niveau des taches solaires. Ces taches solaires, ce sont vraiment les régions où il y a de l'embellisement, où il y a en ultraviolet de l'émission lumineuse. Et aujourd'hui, régulièrement, ce qu'on est capable de faire, c'est des cartes comme ça. Ce sont des magnétogrammes, c'est des produits qui sont mesurés régulièrement sur le Soleil. Ce sont des cartes du champ magnétique. Ça montre la distribution du champ magnétique. Et ce qu'on voit ici, donc, c'est quelque part, c'est un peu les pôles du champ magnétique. En blanc, c'est les polarités positives du champ magnétique, et en noir, c'est les pôles négatifs du champ magnétique.
Et ce dont on se rend compte, c'est si on compare la position des tâches solaires à la position des structures magnétiques, des cartes du champ magnétique, il y a une très bonne correspondance. En fait, les tâches solaires, ce sont véritablement des zones de concentration du champ magnétique. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en avant en 1908 par un astronome américain, Henry Hale, qui a été quelque part la base de la physique des éruptions de la physique solaire, un des résultats les plus importants, de comprendre que les tâches solaires, ce sont des régions de très forte intensité du champ magnétique. Donc, lorsqu'il y a une tâche, il y a toujours, comme c'est du champ du magnétisme, il y a toujours deux polarités de signes opposés. Alors, quand on parle de champ magnétique, il faut mettre un peu quelques grandeurs. Dans une tâche solaire, le champ magnétique, l'intensité du champ magnétique est de l'ordre de 0,1 Tesla. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ce que c'est que les Tesla, le champ magnétique de la Terre, en ce moment, il y a du champ magnétique qui nous traverse, c'est 10 puissance moins 5 Tesla. Donc c'est à peu près 10 000 fois, 1000 à 10 000 fois le champ magnétique dans une région active, en fait, seulement 1000 à 10 000 fois plus intense que le champ magnétique qui nous traverse en ce moment. Un aimant de frigo, c'est 0,1 Tesla en champ magnétique. Quelque part, une tâche solaire, c'est que 10 fois plus fort que, en termes d'intensité du champ magnétique que votre petit aimant. Si vous faites une RMN, vous allez être, pour des examens médicaux, vous êtes soumis à des champs de l'ordre de 10 Tesla. C'est beaucoup plus fort. Sur Terre, on est capable de faire des champs magnétiques beaucoup plus forts. Oui, mais il y a une différence, c'est que la taille des régions actives, la taille de ces régions de polarité, c'est de l'ordre de 10 puissance 8 mètres, donc un peu moins de 100 millions de kilomètres. Ce qui fait que le flux magnétique, la quantité de champ magnétique multipliée par la surface, eh ben, elle va être extrêmement importante. Le flux magnétique d'une tâche solaire, c'est 10 puissance 15 Weber, qui est l'unité de mesure, tandis que votre petit aimant de frigo bah, il fait que 10 puissance moins 5 Weber, et que même la Terre, tout le champ magnétique de la Terre, n'est que 10 puissance 10 Weber. Donc une tâche solaire, en termes de flux magnétique, donc de champ magnétique fois la taille, bah, c'est beaucoup plus fort, donc ça a beaucoup plus d'énergie que l'énergie, ça reste 100 000 fois plus énergétique que le champ magnétique de la Terre. Bon, maintenant, regardons ce qui se passe au niveau d'une région active. Ce qu'on voit souvent, on a ces boucles dans la couronne, ces structures au niveau des régions actives. Qu'est-ce que c'est? Si on s'intéresse au champ magnétique, on voit que les boucles, elles sont ancrées au niveau de ces polarités du champ magnétique. Une plus et une moins. Donc ici, c'est une image où on superpose en rouge et bleu le champ magnétique, et on voit que les boucles, elles ont les pieds dans cette polarité. Et en fait, les boucles qu'on observe en ultraviolet, ce sont les marqueurs, ce sont les traces des lignes de champ magnétique. Donc en fait, lorsqu'on observe ces régions actives, ces boucles, ça montre la localisation de ces lignes de champ magnétique. Et ce magnétisme solaire, il est en fait essentiel, et c'est lui qui va structurer toute l'atmosphère du Soleil. Donc les éruptions, l'énergie, la source d'énergie des éruptions, c'est vraiment l'énergie magnétique. Et comprendre l'activité solaire, c'est vraiment comprendre le champ magnétique. Moi qui suis un spécialiste de l'activité solaire, en fait je suis un spécialiste du magnétisme du Soleil. Et notre couronne solaire, la couronne dont on avait vu en lumière blanche, elle est complètement structurée en fait par ce champ magnétique. Ce qu'on voyait dans l'image que je vous montrais initialement, vous voyez qu'il y avait des structures fermées qui sont en fait des endroits où le champ magnétique est fermé, et des structures ouvertes où il y a des lignes qui s'étendent vers l'espace interplanétaire. Ce sont des lignes de champ magnétique qui s'étendent, qui sont ouvertes sur sur l'espace interplanétaire. Parce que vous voyez les régions rouges, c'est des structures magnétiques torsadées qui renferment de la matière, qui bloquent la matière à l'intérieur. Et ce champ magnétique, c'est vraiment celui qui dicte la manière dont la couronne se structure. Donc ensuite, le champ magnétique n'est pas créé au niveau de l'atmosphère du Soleil. Il est créé, le champ magnétique, en fait, les tâches solaires se créent sur des concentrations de champ magnétique, et ce champ magnétique vient de l'intérieur du solaire. Et elles sont apportées au niveau de la couronne solaire via l'émergence de flux magnétiques, qui est un processus qui va faire qu'il y a des énormes boucles de champ magnétique qui vont traverser la photosphère, la surface solaire. Lorsqu'ils vont la traverser, ils vont donner naissance à ces taches solaires et éventuellement faire apparaître ces régions actives qui
à un moment ou à un autre, il va y avoir des éruptions. Alors on se dit, bon, c'est très simple, j'ai qu'à surveiller ce qui se passe au niveau de la surface et je saurai quand est-ce qu'une éruption a lieu. Alors voilà, je vais vous montrer des films. D'une part, ça c'est la surface solaire en lumière visible, ça c'est le champ magnétique, donc c'est l'apparition on est en train de suivre une région active, on est en train de suivre les tâches, on est en train de voir l'évolution du champ magnétique, ça se passe pendant plusieurs jours. Vous voyez, nous on était le 14 février, c'était la Saint-Valentin 2011, il se passe quelques heures, le champ magnétique se structure. Bon, il y a des mouvements qui sont relativement lents. Mais il n'y a rien de très brusque à l'échelle de quelques heures, c'est un phénomène continu. Vous voyez le film, je vous mets au défi, en regardant ces films-là, de me trouver les moments où il y a des éruptions. Dans le film que je vous ai montré, en fait, il y a eu plusieurs moments où il y a eu des éruptions, pendant quelques dizaines de minutes, il y a eu 3 éruptions extrêmement violentes, parmi les plus violentes qui ont eu lieu ces 10 dernières années. C'est qu'en fait, si on s'intéresse seulement à la surface du Soleil, il n'y a pas de variation brusque. Il n'y a pas de variation à l'échelle de la dizaine de minutes ou de l'heure. C'est seulement des mouvements continus. Et c'est pour ça qu'on parle d'éruption solaire. C'est parce que de même que pour le volcanisme, on connaît très peu de signes précurseurs ou qui sont très indirects, les éruptions solaires, elles-mêmes, ce qu'on observe, en fait, on n'a pas d'indicateur très fort sur à quel moment ça va se déclencher ou pas. Alors, on a des modèles standards d'éruption qui permettent d'expliquer un certain nombre de phénomènes lors des éruptions. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait à peu près comment c'est structuré, comment l'émission lumineuse va avoir lieu. On est capable de prédire où vont avoir lieu les émissions lumineuses. Il y a une capacité prédictive de savoir comment ça va se passer. Mais la question du déclenchement reste encore un grand problème de physique solaire actuelle. Et une des raisons, c'est parce que les éruptions solaires sont liées à un phénomène qui s'appelle la reconnexion magnétique. On peut voir qui est schématisé ici, on peut voir dans ce film, c'est un film qui est assez exceptionnel, c'est très rare en fait de le voir, on l'a vu très peu. Vous voyez, il y a des boucles qui se rapprochent, tout d'un coup il y a quelque chose de rouge qui a lieu, ça c'est de l'émission en rayon X, l'émission chaude, et puis se forment de nouvelles boucles. Donc ça, cette reconnexion magnétique, c'est un phénomène où les boucles de champ magnétique vont changer de configuration. Et c'est ça qui va permettre de libérer de l'énergie. Donc on sait que le déclenchement des éruptions est intimement lié à cette structure tridimensionnelle. On voit lors des éruptions que véritablement, c'est des structures hélicoïdales, c'est des structures torsadées qui ont lieu. Mais le problème, c'est que la mesure du champ magnétique, on mesure le champ magnétique qu'au niveau de la surface solaire. Donc on sait que le phénomène a lieu à cause de la structure tridimensionnelle, et on ne mesure qu'au niveau de la surface du Soleil. Donc on est obligé d'extrapoler, on est obligé de modéliser ce qui se passe en 3 dimensions. Et vous voyez ici par exemple, ça c'est 2 modèles du champ magnétique en 3D, faits à partir des mêmes données. Donc on a fait 2 hypothèses différentes, qui sont en fait toutes les 2 valides, et on a des solutions qui sont très différentes. Vous voyez ici que les lignes de champ magnétique elles sont connectées là, et dans ce cas-là elles sont connectées ici. Donc le problème de la compréhension des éruptions solaires, c'est un peu d'arriver à prédire si je porte une barbe ou pas, en ayant seulement l'empreinte de mes pieds. C'est que premièrement, c'est une information qui est très partielle. On peut avoir statistiquement, si on voit l'empreinte de mes pieds, on sait que je suis quelqu'un qui pèse un peu lourd. Statistiquement, c'est-à-dire que je suis plutôt un homme, et statistiquement, les hommes ont plus de barbe que si c'était une femme. Vous voyez, il y a pas mal d'imprécisions. Ça se trouve, et très probablement, on n'a surtout pas l'information cruciale, à savoir, c'est pas l'empreinte de mes pieds qui va me dire si j'ai eu la paresse ou pas de me raser la barbe aujourd'hui. C'est ce qui se passe avec les éruptions solaires. On a une mesure qui est très éloignée et qui n'est probablement pas pertinente pour la compréhension des éruptions. Donc en fait, on commence à comprendre comment marche le système éruptif. Vous avez un confusogramme ici, vous avez en fait un forçage, vous avez différents phénomènes qui vont, tels que l'émergence du champ magnétique, tels que des mouvements, est-ce qu'il va y avoir une éruption à côté ou pas, qui vont amener une structure magnétique qui va être proche de l'éruption. Il y a une configuration magnétique particulière, où il peut y avoir des nappes de courant électrique. Ça va déclencher une instabilité qui va avoir lieu, qui va amener à tous les phénomènes qu'on a vus via la reconnexion magnétique, aux éjectats, à l'accélération de particules, à du chauffage, à l'émission lumineuse.
Le problème, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une instabilité qui a lieu, et qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si cette instabilité a lieu au niveau de la configuration magnétique ou au niveau des nappes de courant magnétique liées à la reconnexion. En fait, l'énigme du déclenchement est vraiment liée au fait qu'on va coupler, on est confronté à un problème, ce mécanisme de reconnexion magnétique. Sa taille sur le Soleil, ça fait à peu près 10 mètres, donc c'est à peu près la largeur de cette salle, mais que l'énergie qui est stockée sur des tailles qui sont de la taille des régions actives, qui sont 10 puissance 8 mètres. Donc comprendre une éruption solaire, c'est en fait, il faudrait qu'on soit capable de comprendre comment un système stocke de l'énergie à très très grande échelle et la libère sur des toutes petites échelles. Et en fait, à l'heure actuelle, c'est impossible, on ne peut pas le faire. On n'est pas capable d'observer ces deux échelles en même temps. Les meilleures observations, elles ne sont pas capables de résoudre, elles sont mieux capables de résoudre 50 km sur le Soleil. On est très loin de pouvoir résoudre, on est capable de voir, on est capable, si depuis le Soleil on regardait la Terre, on serait capable de voir à peu près la région parisienne, on serait capable de voir à peu près le Luxembourg, mais on ne serait absolument pas capable de voir une structure de la taille de cette salle. On est très loin de là, il manque beaucoup de résolution pour pouvoir avoir le détail suffisant via l'observation. Via les expériences de laboratoire, c'est un phénomène on essaie de reproduire des conditions en laboratoire. En fait, c'est trop différent de ce qui se passe dans le Soleil, donc il y a toujours des approximations. Et faire du calcul sur ordinateur, ça nous permet d'avoir des informations, mais en fait, les échelles sont trop différentes, et on est aujourd'hui très très loin de pouvoir faire les deux en même temps. Donc, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de déterminer quel est le mécanisme véritablement qui déclenche les éruptions, et on est loin de pouvoir le faire, on ne fonctionne que de manière très indirecte. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les éruptions solaires, elles ne sont pas prédites de manière déterministe, elles sont prédites de manière empirique. C'est-à-dire qu'on va comparer avec les éruptions passées. On va prendre toutes les éruptions solaires qui ont lieu, qu'on a déjà mesurées, qu'on a déjà observées. On va mesurer un certain nombre de caractéristiques sur le Soleil. Et on va dire, ah tiens, il y avait une éruption qui a eu lieu il y a 20 ans, 10 ans, etc., enfin, au précédent. Les régions actives qui ont cette propriété-là, d'habitude, ont tant de chances de donner une éruption. Donc aujourd'hui, la probabilité de détection d'une éruption majeure est de l'ordre de 50%. C'est-à-dire que 50% du temps, si je dis... enfin, 50% du temps, si je dis attention, il va y avoir une éruption qui a lieu demain, enfin, en fait, il y a seulement une fois sur deux où j'ai raison. Donc la prédiction quantitative, on est véritablement, et parce que le système est très compliqué, aujourd'hui on est limité en termes de prédiction. C'est un peu comme si je disais, je vois un cumulonimbus, un nuage, j'arrive à voir la forme des... J'ai fait la physique des nuages, je sais à peu près que certains nuages donnent des éruptions, des orages, d'autres nuages ne donnent pas d'orage. Et lorsque je vois un nuage, un cumulonimbus qui peut donner des orages, je dis attention, il risque d'y avoir un orage. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va avoir lieu cet orage, où est-ce qu'il va avoir lieu, où est-ce que la foudre va tomber, etc. Donc il y a énormément de travail, et ça c'est parce que le système est aussi très compliqué. Contrairement à la météorologie sur Terre, où on est capable d'avoir un maillage très fort, on a beaucoup de données, à comprendre l'interaction entre le Soleil et la Terre, c'est beaucoup plus limité. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, nos capacités d'alerte, elles se limitent essentiellement à la prédiction des élections de masse coronale. On est capable de les voir, on sait qu'elle va venir en 1 jour et demi. Donc elles, on est capable de prédire à peu près 1 jour et demi correctement, à quelques heures près, quand est-ce qu'elles vont avoir lieu. Mais on n'a aucune information sur l'impact des flares, on n'a aucune information sur les particules énergétiques. Et donc on est très... la prévision des éruptions solaires, en fait, reste... au niveau de la météorologie d'il y a un siècle, pour la météorologie très réaliste. Donc voilà, donc c'est un domaine qui est en pleine, pour une conclusion partielle, c'est un domaine qui est en pleine maturation, mais qui a besoin encore de recherche théorique sur les conditions de déclenchement des éruptions. Alors il y a cette nouvelle mission européenne qui s'appelle Solar Orbiter, dont je vais vous parler désormais, qui va nous apporter des informations un peu clés, parce que Solar Orbiter, c'est véritablement une mission qui va se rapprocher du Soleil, et qui en fait va compléter énormément la manière dont le Soleil interagit avec la Terre, et plus généralement avec son héliosphère. Donc je vous rappelais que l'héliosphère, c'est cette bulle de l'espace interstellaire qui est générée par le vent, et l'objectif de Solar Orbiter, c'est une des premières missions de classe moyenne de l'Europe, c'est une mission européenne, qui vise à comprendre les relations entre le Soleil
et son héliosphère. L'objectif, c'est de se rapprocher pour mieux comprendre ce qui se passe entre les deux. En fait, alors jusqu'à présent, on observait ce qui se passait sur le Soleil, et on observait ce qui se passait au niveau de la Terre, et en fait, on n'avait aucune information entre les deux. Donc là, on a un point de plus. On avait 2 points, on a un 3e point, 50% de plus, on va réussir à tout comprendre. J'exagère un peu, mais véritablement, c'est vraiment beaucoup plus de données par rapport à ce qu'on avait avant. Alors, à l'heure actuelle, pour l'étude de l'héliosphère, en fait, il y a 2 missions qui ont lieu, qui nous apportent des données. C'est un peu un âge d'or de la physique de l'héliosphère et de l'héliosphère interne. C'est qu'il y a cette autre mission, la Parker Solar Probe, qui a été lancée, elle, en 2018. Donc Parker Solar Probe, vous vous souvenez, je vous ai parlé d'Eugene Parker, le physicien solaire qui est décédé au printemps dernier. On avait donné le nom, la NASA a donné le nom à cette sonde, à Solar Probe, cette sonde d'exploration de l'atmosphère du Soleil, de l'héliosphère interne. Et c'était la première fois que la NASA donnait le nom d'une mission à un astronome encore vivant, à l'époque. Donc cette mission américaine, elle se rapproche beaucoup plus du Soleil. Elle n'est que à 6,2 millions de kilomètres de la surface du Soleil. Mais c'est une mission qui est assez limitée en termes d'instruments. En fait, c'est un thermomètre très sophistiqué. Donc, il va s'approcher, il prend des mesures locales, mais il n'a absolument pas d'imagerie. Solar Orbiter, la mission européenne, elle s'approche beaucoup moins, elle reste à 42 millions de kilomètres de la surface du Soleil. Donc elle est un peu en deçà de l'orbite de Mercure. Mais par contre, c'est une mission orchestre. Elle a 10 instruments, aussi bien les mesures de détection in situ que des mesures d'observation de la surface Soleil. En fait, Solar Orbiter, c'est une mission qui fait à peu près tout ce qu'on sait faire. Pardon, excuse-moi. C'est une mission qui sait faire à peu près tout ce qu'on sait faire sur Terre, mais beaucoup plus proche. Alors, pour parler un peu d'historique d'une mission, c'est une mission de assez longue haleine. Les premières discussions autour de la mission, les premiers concepts d'idées de se rapprocher du Soleil, c'est plus que l'idée de se rapprocher du Soleil, ça en a depuis longtemps, mais quels instruments on veut mettre, qu'est-ce qu'on veut étudier, etc. Elles ont commencé à émerger dans les années 90. Moi, j'étais au collège. Le projet a été adopté étant valide, en étant vraiment moteur en 98. Je venais de sortir du lycée, il y a eu l'étude de faisabilité qui a eu lieu en 2001. Donc ça s'est développé, moi je faisais ma thèse. En 2006, je viens de terminer ma thèse. Une nouvelle, les avait moins d'argent, donc la mission était gelée. Finalement, elle a été à nouveau sélectionnée en 2009, je venais d'être côté au CNRS. Et puis la mission a été confirmée, elle a été construite entre 2012 et 2019. Et elle a été finalement lancée donc en février 2020. Donc ça, c'est une image du lancement. C'est juste avant le Covid. Donc, toute la période ensuite la première phase, la phase d'approche, a été un peu compliquée due au Covid. Et au jour, on a là, depuis décembre dernier, c'est le début de la phase nominale. Donc c'est cette mission qui enfin, 30 ans après qu'on l'ait imaginée, commence à envoyer des données qu'à l'heure actuelle, on est en train d'analyser. Et il y a 2 semaines, j'étais au premier meeting dédié aux premiers résultats de cette mission que je vais vous présenter un peu aujourd'hui. Donc déjà, Solar Orbiter, c'est une mission qui va avoir un certain nombre d'instruments de détection in situ. Donc ici, on voit le développement des antennes. Alors il y a une première antenne, ensuite il y a un mât sur lequel, qui est caché derrière le satellite pour prendre des mesures correctes et ne pas être perturbé par les émissions du Soleil. Donc ici on voit le développement de ces antennes, c'est l'instrument RPW, qui est un instrument API Philippe français, c'est Milan Maksimovic, d'ailleurs qui est un membre de la SAF, qui est le responsable de cet instrument-là. Ces instruments ont été déployés peu après le lancement. Donc il y a un certain nombre technologies d'objets qui ont dû être développés, j'en reviendrai. Vous voyez les antennes ici. Ça c'est une antenne à Auguin, parce que la satellite se déplace en fait assez loin de la Terre. Donc, pour nous envoyer de l'information, on a vraiment besoin d'envoyer beaucoup de données transmises de loin. Et vous avez à l'intérieur tous les différents instruments et les instruments scientifiques dont je vais reparler. Donc la première tâche de Solar Orbiter, ce qui est fait en permanence, c'est des observations in situ, c'est vraiment des observations dans le plasma. Et celle-ci, c'est par exemple des exemples de des toutes premières observations qui ont été faites.
Ici, c'est par exemple, ils ont traversé la queue d'une comète. C'est des observations d'opportunité. On a vu les ions lourds au moment de la traversée de la comète. Ici, c'est une des premières évolutions de masse coronale qui avait été observée. Donc, on observe la densité du vent solaire avec une cadence qui est très importante. Vous voyez, à la quart de seconde, on peut voir la traversée de ces éjections de masse coronale. Alors, Solar Orbiter, elle a une orbitographie un peu intéressante. Je vais faire un peu son voyage. Elle est partie en février 2020. Elle s'est baladée dans le système solaire et pour pouvoir se rapprocher de plus en plus du Soleil, elle a besoin d'assistance gravitationnelle, en particulier d'assistance gravitationnelle de Vénus. Donc, plusieurs fois, on passe autour de Vénus pour pouvoir faire plonger la sonde de plus en plus proche du Soleil. Elle a eu aussi une assistance gravitationnelle de la Terre, qui était plus dangereuse parce qu'il risquait d'avoir des débris. Et d'ailleurs, ça s'est passé juste avant que les Russes détruisent les satellites. Donc, il y a une crainte que Solar Orbiter tombe sur les débris des satellites qui avaient été détruits par les Russes donc en novembre dernier. Ce qui est assez intéressant, c'est que on peut faire, grâce à Solar Orbiter, en fait, des observations d'opportunité sur d'autres objets du système solaire. Donc ici, on voit par exemple le survol de Vénus. C'est des instruments d'observation optique qui ont vu des images de Vénus lorsqu'il passait. Alors, en plus, le survol de Vénus a eu lieu en même temps que Bepi Colombo, qui est une mission qui est censée aller observer Mercure. Les deux missions sont passées l'une après l'autre. Elles ont commencé à avoir des données. Vous voyez ici, c'est un magnétomètre de l'atmosphère, du champ magnétique de Vénus. En fait, c'était une des premières fois qu'on mesurait le champ magnétique autour de la planète Vénus. Les autres missions, en fait, n'avaient pas l'habitude de faire ça. Et donc, c'est une information. Vénus n'est pas censé avoir de magnétosphère. C'est une magnétosphère induite. Et on a eu une des premières données d'opportunité. La mission n'est pas faite pour observer Vénus. Mais on a quand même des données. Donc, la mission est faite pour observer le Soleil. Et l'objectif, c'est véritablement s'approcher du Soleil petit à petit. Et donc là, pendant plusieurs... vous voyez, il y a eu une assistante gravitationnelle il y a très peu de temps, en septembre dernier. Donc il y a à peu près un mois, à nouveau. Et donc, depuis cette dernière assistance gravitationnelle, maintenant, la mission est véritablement plus proche du Soleil. Donc ça, ici, ce graphique, ça nous montre la distance au Soleil en unité astronomique. Vous voyez, jusqu'à présent, dans les premières orbites, entre 2020 et 2022, on était à 0,5 unité astronomique. Et là, depuis février dernier, et là, en ce moment, en octobre, là, au tout début octobre, on est ici, aujourd'hui, octobre 2022, il y a eu les premiers, l'approche au plus près du Soleil. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'avoir une vision du Soleil à peu près inégalée. Donc ça, c'est des observations d'ultraviolet. Au fur et à mesure, vous voyez que le satellite s'approche, on a de plus en plus de détails sur ce qui se passe au niveau du Soleil. Alors, lorsqu'on est au périhélie, on a quand même le problème. Pourquoi on ne se rapproche pas plus? C'est que déjà, le fait de se rapprocher, il y a énormément de lumière qui chauffe énormément le satellite. Et un des grands défis qu'il fallait relever, c'était avoir un bouclier thermique. Alors, comme la sonde Parker Solar Probe, elle a un bouclier thermique, elle se rapproche encore plus, elle a un bouclier thermique. Mais nous, les Européens, on fait des trous dans le bouclier thermique parce qu'on veut pouvoir prendre des images. Il faut voir ici qu'il y a à peu près, ici, le bouclier thermique a une température de l'ordre qui est supérieure à 500 degrés, qui est l'ordre de 1000 degrés. Et en quelques mètres, en 3-4 mètres, vous descendez à la température du vide interplanétaire, donc à peu près une centaine de degrés, moins 100 degrés Celsius. Donc vraiment, en quelques mètres, vous avez des gradients de 1000 degrés. Ce que les instruments n'adorent pas. Donc c'était un vrai défi de pouvoir arriver à faire ça, mais ça fonctionne. Et donc on a tous ces instruments qui permettent d'observer le Soleil, qui permettent de mesurer ce qui se passe au niveau du Soleil. Donc ça, c'est un film qui montre à peu près toutes les grandeurs qu'on peut mesurer. Ici, c'est de la vitesse Doppler, des mesures du champ magnétique, de la spectroscopie, de la mesure du champ magnétique visible, des cartes magnétiques. On fait aussi de la coronographie, donc on regarde ce qui se passe autour du Soleil, et des images de l'héliosphère. Donc c'est vraiment, comme je disais, c'est un satellite orchestre qui, grâce à ces 10 instruments, a vraiment une quantité de données très importante.
Alors ce qu'on cherchait à voir, quand on vendait la mission, on disait oui, ben voilà, grâce à cet instrument, on va pouvoir observer ce qui se passe au niveau du Soleil. Donc ça, c'est un graphique qui était dans ce qu'on avait demandé, lorsqu'on était essayé de vendre à nos institutions la mission. On leur montrait ça, voilà ce qu'on va pouvoir faire. Donc on prenait des images d'autres instruments, on va pouvoir voir ce qui se passe sur le Soleil, une éruption, et puis il y a des particules qui vont arriver au niveau de sa satellite, on va mesurer ça. Et là, bah, depuis récemment, on a pu... Voilà les vraies données, voilà ce qu'aujourd'hui on fait. On a réussi à faire ce qu'on voulait. Donc il y a cette éruption qui a eu lieu en mars 2022. On l'a observée en UV, en rayon X. Et puis, bah, on a détecté les particules qui se déplaçaient dans l'espace interplanétaire. Et on a mesuré les particules au moment où elles arrivaient sur le satellite. Ce que ça nous permet de faire aussi, bah, c'est des images de la couronne telles qu'on n'a jamais observées. Donc voilà les images qu'on avait avant. Ça, c'est Solar Dynamic Observatory. Et ça, c'est les images de Solar Orbiter. Vous voyez la différence de qualité d'image, de détail que Solar Orbiter nous approche. C'est qu'on a une vision de la couronne solaire et des structures au niveau de la couronne solaire, telles qu'on ne l'avait jamais vue jusqu'à présent dans cette gamme ultraviolet, et surtout pendant des périodes très importantes. Donc on voit donc, je vais le remettre. Donc voilà ce qu'on voyait avant, ça c'était Solar Dynamic Observatory, c'est ce qui se faisait de mieux il y a 10 ans. Et voilà les données aujourd'hui. Ça c'est parmi les premiers résultats. On voit par exemple, ici ils l'ont appelé le hérisson. On voit tous ces petits embryancements, ces petits éjectats qui ont lieu au niveau d'une structure, d'une région active. Donc cette structure fait à peu près la taille de la Terre. Solar Orbiter, ça nous permet aussi de mieux comprendre la connexion entre le Soleil et l'héliosphère. Je vous ai montré un peu ces films en coronographie, où vous voyez à peu près le Soleil, vous voyez ce qui se passait, mais en fait on est obligé de cacher le Soleil. En fait, il y a une zone blanche, qui est un peu noire. Hein. Toute cette zone-là, on ne voit pas ce qui se passe. On ne voit pas la connexion entre l'éruption ici et ce qui était vu en coronographie. En fait, grâce à Solar Orbiter, les détecteurs de Solar Orbiter sont tellement sensibles qu'ils nous permettent pour la première fois d'observer des éjections sur plusieurs rayons solaires au-delà du Soleil. Donc ici, vous voyez, donc ça, c'est des images qu'on peut montrer pour la première fois là, il y a 2 semaines lors du colloque. Donc c'est un de ces films de nouvelle génération, véritablement, de la meilleure précision, de la dynamique, les meilleures observations de la propagation des éruptions solaires sur leur dans leur toute première partie. Et ça va nous permettre d'avoir une meilleure précision sur la dynamique et la propriété des éruptions solaires. Alors la suite, Solar Orbiter, petit à petit, donc, va continuer. Et puis, à partir de 2025, il va y avoir à nouveau des assistances gravitationnelles qui vont faire sortir Solar Orbiter du plan de l'écliptique. Dans la deuxième phase de la mission, c'est que petit à petit, donc ici c'est un graphique qui montre au cours du temps les évolutions en latitude. C'est qu'alors qu'au début, donc actuellement donc on est ici, 10 octobre 2022, on est confiné à plus ou moins 5 degrés de latitude, c'est à peu près l'orbite terrestre. Et à partir de 2025, les assistances gravitationnelles vont nous faire sortir de l'écliptique, et ça va nous permettre pour la première fois d'avoir des mesures et des images des pôles solaires. Il n'y a aucun instrument qui avait pris les mesures du champ magnétique au niveau des pôles. Et ça, c'est particulièrement important pour comprendre le cycle d'activité du Soleil, comment se forment les régions, le champ magnétique, etc. Donc ça va être un grand apport pour mieux comprendre donc, les relations Soleil-Terre. Donc on voit ici par exemple une éruption qui a eu lieu en mars 2022. Le 13 mars, il y a eu un certain nombre d'aurores qui avaient été déclenchées suite à ces éruptions. Et jusqu'à présent, ce qu'on observait, c'était au moment où elles arrivaient sur Terre. Et maintenant, quelques jours avant l'arrivée sur Terre, vous voyez ici donc, ACE, c'est une mission qui d'habitude observe au niveau de la Terre. Quelques jours avant, entre le 19 ici et le 20 avril, au milieu de la trajectoire, l'éjection de masse coronale a été observée et mesurée par Solar Orbiter. Donc Solar Orbiter, c'est vraiment une mission une mission orchestre, comme je disais, qui est particulièrement excitante pour mieux comprendre les relations entre le Soleil et Terre. La principale mission sur laquelle d'études qui va nous apporter des données sur les 10 prochaines années, et sur lequel la communauté va travailler. Donc vous allez voir, c'est les premières images, et j'imagine que dans les années, c'est vraiment quelque chose qui va construire la connaissance du domaine. Pour conclure cette conférence, je voudrais
vous rappeler que, enfin, pour moi, ça reste, on a à nos portes une étoile assez merveilleuse qu'on observe avec énormément d'instruments. En fait, après la Terre, le Soleil, c'est le deuxième astre le plus observé dans l'univers, des quantités de données qui sont disponibles. Des fois, il se passe des choses un peu rigolotes, on peut observer des phénomènes qui n'ont pas lieu tout le temps. Donc ici, c'est une éclipse partielle de Lune vue par un de nos instruments, par SVO. Et puis, ça reste un objet de toute beauté, en tout cas pour moi, qui présente des phénomènes qui sont égaux à nul autre, des éruptions, des structures, des éjections, des rubans. Et je vous invite fortement donc, à aller explorer un peu toutes ces données pour avoir vous-même ce goût et ce plaisir de vivre à côté de cette étoile merveilleuse. Merci de votre attention. Bravo, merci. Je suppose que vous avez des questions. Moi j'en ai une à propos de Solar Orbiter. Par quel miracle vous pouvez refroidir pour avoir 15 degrés devant le soleil qui est à 500 degrés ou je sais pas. Ça ne peut être que passif. Alors oui, c'est que passif. Mais en fait, le bouclier thermique est constitué. C'est des isolants, c'est de l'isolant. En fait, c'est des multiples feuillets qui évacuent la chaleur par les côtés. Donc vous voyez, il y a plusieurs feuillets, et c'est des matériaux qui en fait vont permettre à la chaleur d'être évacuée sur chaque côté. Donc en fait, l'objectif c'est que chacun de ces feuillets va avoir une température différente, et la température, le flux de chaleur est évacué au niveau de chaque feuillet. Donc en fait, la quantité de feuillets, c'est très efficace pour la déperdition de carbone. Et comment il va mourir ce Orbiter? Vous allez le lancer dans le soleil? Non, on n'a pas prévu. Je sais pas. Ça pourrait être intéressant. Les missions spatiales, le précédent, le grand frère de Solar Orbiter qui est SOHO, c'est une mission qui est toujours active. Oui, toujours. Elle a été lancée en 1995, donc on va fêter les 30 ans bientôt de la mission. En fait, tant qu'elle envoie des données pertinentes, et tant il y a certains instruments qui ne fonctionnent plus, mais d'autres instruments qui peuvent être utilisés en fait pour pas cher. Ok. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Alors, avec ma fat folle, je ne peux pas monter, mais si vous voulez faire passer. Oui, bonsoir, merci encore. Je voudrais une question sur l'excentricité d'orbite de la sonde. Est-ce que c'est vraiment une contrainte ou ça ne pose pas vraiment de problème? Est-ce qu'on aurait gagné à la laisser sur l'orbite plus circulaire tout le temps? Alors, c'est une contrainte. En fait, on peut pas faire. Si on veut se rapprocher, il y a nécessairement des phases où on est obligé de donner une excentricité. On ne peut pas donner une orbite stable en deçà de l'orbite de Mercure parce qu'il faudrait pouvoir la ralentir pour la restabiliser. Dès qu'on se rapproche, dès qu'on est en deçà de l'orbite de Mercure, si on n'a pas d'assistance gravitationnelle qui permet de rester à une orbite proche, on peut pas avoir une orbite proche et circulaire. Il nous faudrait un objet qui nous ralentisse, ce qu'il n'y a pas. Ou alors, l'autre solution, c'est d'avoir véritablement un moment de carburant pour pouvoir changer, et ce qui coûte très cher. Donc, l'orbite excentrique était nécessaire. Les orbites circulaires stables, on a eu des missions stéréo qui, en fait, ont une orbite circulaire et sont en train de tourner autour, s'éloigner de la Terre. Mais ce qu'on voulait véritablement pour cette mission-là, stéréo restait au niveau de l'orbite terrestre, ce qu'on voulait véritablement, c'est pouvoir se rapprocher pour avoir ce point d'information supplémentaire. Et donc, les deux missions, donc avec que ce soit Parker Solar Probe ou Solar Orbiter, ont donc cette excentricité, ce qui fait que on a beaucoup d'informations intéressantes pendant quelques jours, et puis ensuite, la mission s'éloigne. C'est aussi intéressant, mais c'est sûr que ce n'est pas le cœur des données.
sur les informations qu'on peut avoir sur l'intérieur du Soleil lui-même. Vous montriez par exemple un schéma dans lequel il y avait plusieurs couches. Ouais. Et vous donniez par exemple l'exemple des sondes solaires comme la sonde Parker qui prenait des liens de mesure de température. Comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux? Où est-ce que ça nous vient Alors, le film que je vous ai montré, celui où vous voyez ce qui se passait à l'intérieur du Soleil, c'est une vision d'artiste. Hein. Par défaut, j'aurais dû le préciser, donc ça, ce film-là, c'est une vision d'artiste. En tant qu'astrophysicien, on travaille sur la lumière et on ne peut travailler que sur des objets qui émettent de la lumière. La lumière du Soleil, la couche d'où vient la lumière du Soleil, c'est la surface solaire, c'est la photosphère, la surface d'émission du Soleil. Donc en fait, en deçà de ça, on ne peut rien observer directement. Donc on n'observe pas directement ce qui se passe sous la photosphère, sous la surface du Soleil. Mais, en fait, il y a de même que pour la Terre, où la sismologie permet de renseigner sur ce qui se passe à l'intérieur du Soleil, à l'intérieur de la Terre, il y a une discipline qui s'appelle l'héliosismologie, où en fait on observe les fluctuations de la surface. En fait, la surface du Soleil vibre, on peut observer ces vibrations, et ces vibrations, elles sont associées à la propagation d'un certain nombre d'ondes sonores, ondes gravitationnelles, et en mesurant ces signaux-là, on est capable de reconstruire ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Donc on a eu des informations indirectes sur les différentes couches à l'intérieur du Soleil. On sait par exemple que le cœur du Soleil, enfin, à partir en dessous de 0,7 rayons solaires, donc un septième de la... Oui, 0,7 rayons solaires, l'intérieur du Soleil tourne de manière solide, que le transport d'énergie se fait de manière radiative, et que par contre le tiers externe de l'intérieur du Soleil, il y a ce qui s'appelle une rotation différentielle, c'est-à-dire qu'en fonction de la latitude, la rotation du Soleil ne se fait pas à la même vitesse. Ça, on le sait via l'osmosismologie. Il y a des méthodes à l'heure actuelle d'héliosismologie locale où on arrive à plus ou moins imager l'apparition proche. C'est-à-dire qu'on sait que, quelque part, lorsqu'il y a une structure qui est en train d'émerger, qui est en train d'apparaître au niveau de la surface, elle modifie ses vibrations, et on est capable, quelques jours à l'avance, de se dire, attention, il y a une région active qui risque d'apparaître dans cette... ça reste très peu précis, mais on a quand même ces informations-là. Solar Orbiter, je n'en ai pas parlé, je parlais plus de la physique des éruptions. Solar Orbiter a des capacités et fait ces mesures d'héliosismologie locale en particulier pour comprendre l'origine des régions actives. Donc voilà comment on fait. C'est des mesures indirectes via différents types d'ondes et via les vibrations et les mouvements de la surface du Soleil. Donc, question, s'il vous plaît. Oui, il y en a une aussi. On peut faire passer un micro. En attendant, moi j'ai une question. Moi j'aime bien les missions spatiales. Une mission vers Mars, ça dure 7 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir des éruptions solaires importantes pendant 7 mois. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les pauvres à part mourir? L'objectif, c'est qu'on essaye de lancer, si on veut, une mission. Alors, ça dépend quelle agence spatiale vous êtes et qui vous êtes. Si vous êtes une agence spatiale chinoise, je pense que. Faire un peu de. Là où la vie est moins chère, c'est ça? Voilà, là où la vie est moins chère. Il y a peut-être des enjeux qui font que. Vous savez, un Laika. On n'a pas beaucoup réfléchi à ce qui se passait après. Bon, il peut se passer la même chose pour certaines agences. Pour ce qui est du programme spatial américain, que je connais plus, parce que je connais plus dessus, l'objectif c'est de lancer au moment du minimum d'activité. Donc, oui, mais... si on lance lors du dernier minimum, lors du minimum, il y a eu en 2009, il y a eu un minimum particulièrement important, où pendant 2 ans, en fait, il n'y a eu quasiment pas d'éruption. Ah oui, d'accord. Donc on peut viser la mission vers Mars pendant cette période-là. Voilà, on peut viser des périodes. L'objectif, a priori, les missions, moi je peux vous prédire que les prochaines missions vers Mars, elles auront lieu en théorie soit dans les années 2019, 2030. 2030, ou sinon, c'est dans les années 2030, et si on loupe ce créneau-là, ce sera dans les années 2040. C'est 2040, d'accord. Vas-y, la question là. J'ai en fait deux questions. La première,
Et sur les 2 derniers cycles solaires, est-ce qu'il y a eu une statistique qui montre qu'il y a beaucoup plus de ces explosions ou pas, parce qu'il y a des tas de récoltes. Mais est-ce qu'il y en a eu plus? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, quand on voit ce film, on a l'impression que le champ magnétique est constitué de particules. On a l'impression que autour duquel elles sont. Est-ce que c'est une idée farfelue? Alors, les particules. Alors, ce que ça montre ici, de toute façon, ça n'est la matière, le plasma, la matière solaire n'est que des particules. Donc le plasma, c'est un gaz de particules ionisées, les protons, les électrons qui normalement, on va dire, dans un gaz en orbite autour de leur atome, ici dans un plasma, peuvent se déplacer librement. Donc, tout n'est que particules. Sauf que sur le Soleil, en particulier dans la couronne solaire, c'est du fait des conditions de température et du fait de la présence de ce champ magnétique que les particules génèrent, en fait elles ont des mouvements d'ensemble et on peut représenter l'évolution du champ magnétique par ces espèces de grandes boucles. En fait, elles ont un mouvement collectif qui fait qu'elles supportent du champ magnétique en permanence. C'est le principe de on est dans le paradigme de la magnéto-hydrodynamique, une discipline, un paradigme physique qui permet de décrire ces éruptions. Donc, oui, il y a des particules, mais lorsqu'on regarde la couronne solaire, quelque part, beaucoup d'effets, les particules, on peut les oublier, et on considérait qu'on a un flux. Pour répondre à votre première question, qui d'ailleurs j'ai oublié, c'était sur... la statistique des éruptions. Alors, la statistique des éruptions, il y a ce cycle de 11 ans. Alors, sur les 2 derniers cycles, je n'ai pas le graphique ici. Donc, il y a ce cycle de 11 ans, et c'est une question auquel les chercheurs s'intéressent énormément. C'est, on va dire, lors d'un maximum d'activité, il y a un certain nombre de tâches qui apparaissent. Est-ce que la fréquence d'apparition des tâches d'un cycle donné est le même, on va dire, il y a 11 ans, ou il y a 22 ans, ou il y a 33 ans? La réponse, c'est que ces dernières années, ça a eu tendance à diminuer. En fait, c'est une des problématiques sur lesquelles mon groupe, parce que je travaillais au lycée à la Centrale de Paris, travaillait beaucoup, c'est l'évolution, c'est des cycles d'activité à grande échelle. On pense qu'il y a, en plus que ce cycle de 11 ans, se superpose un autre cycle, qui s'appelle le cycle de Gleissner, qui aurait entre 80 et 100 ans. C'est-à-dire que le Soleil, les maximums d'activité, pendant 50 ans, petit à petit, les cycles d'activité, les maximums des cycles sont de plus en plus importants, et les 50 années suivantes, ça diminue à nouveau vers des minimums. Et en ce moment, on serait véritablement à un minimum de ce cycle-là. Donc en fait, on sait que pendant les années 40-50, les maximums d'activité étaient très très importants. Le problème de ces cycles-là, c'est que pour observer des cycles de 100 ans, il faut être capable d'observer de manière systématique le Soleil sur des centaines d'années. Donc on peut le faire, il y a des gens qui comptent le nombre de tâches, ça se fait depuis Galilée, donc on a des observations. Alors Galilée le faisait de manière infréquente, mais véritablement c'est que depuis le début du XVIIIe siècle, on a des relevés qui sont corrects de ce cycle d'activité. Donc en fait, on n'a que 3 cycles à l'heure actuelle. Donc c'est difficile de faire une statistique dessus. Pour ce qui est des observations, des images, à l'Observatoire de Paris, on a commencé à faire des observations, des images journalières, quand il faisait beau, quasi journalières, des photographies du Soleil, que depuis 1908-1909. Donc on a à l'heure actuelle que 110 ans de données. C'est la plus grande collection qu'il y a de photographies du Soleil journalières, et ça ne prend en compte qu'un seul cycle d'activité de ce cycle d'activité. Donc il y a quelque chose qui est j'ai beaucoup travaillé et supporté l'équipe. C'est très très difficile d'étudier ce cycle-là parce que ça dépasse la vie d'un être humain. C'est très difficile à vendre à nos institutions. Quand on leur dit oui, nous on essaie de maintenir un service qui est centenaire, à quoi ça sert, et on pense que c'est fondamental parce que c'est très intimement lié
à la manière dont le champ magnétique est généré à l'intérieur du Soleil. C'est quelque chose qui est très très peu pris en compte par tous les modèles. Les modèles prédisent pas, n'expliquent pas ce cycle de 100 ans. Voilà. Ok. On va prendre une dernière question que j'ai vue sur YouTube. Si vous avez d'autres questions importantes, vous nous les envoyez. Je vais faire parvenir à M. Maria. Une question un peu bateau, mais intéressante. Pourquoi le cycle solaire est de 11 ans? Pourquoi le Soleil fait une masse solaire? Enfin, pourquoi le Soleil a la masse qu'il a? Il n'y a pas de... Je peux douter bien que c'était bateau. Non, c'est pas bateau, c'est... On ne sait pas. Bah, on ne sait pas. On accepte. On accepte. Les caractéristiques du Soleil font qu'avec la masse qu'il a, avec le champ magnétique qu'il a, il y a ce cycle très régulier. Alors, c'est 11 ans, plus ou moins quelques mois, il y a quand même des fluctuations. Ça fait partie des propriétés intrinsèques du Soleil. C'est très difficile de reproduire ce cycle de 11 ans. Les modèles de dynamo, de génération du champ magnétique du Soleil, en fait, arrive à faire des cycles, on peut faire ce qu'on veut, on arrive à faire des cycles de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on peut faire un peu tout. Il se trouve que pour le Soleil, c'est 11 ans. Il y a d'autres étoiles qui ont des cycles différents. Ok. Bon, on remercie M. Paria.